Moi, si je suis honnête, ce que j'écoute le plus, c'est ce qui est considéré comme des rookies, en fait. Ouais. Donc, moi, mes mainstream, c'est des mecs comme ça. Oui, Donc, oui, oui. ouais, je le trouve assez... Peut-être même trop mainstream pour moi, ça. Donc, voilà. Oh, elle est insupportable. Elle est infernale. Salut à tous, c'est Mehdi. Et vous regardez le Code Review épisode 25. 25 comme Gianfranco Zola à Chelsea. Oui, c'est une rêve de gourmet car aujourd'hui nous sommes dans la gourmandise, dans le prestige, dans la régalade. C'est le bilan de l'année rap 2023, album rap de l'année, artiste rap de l'année et rookie de l'année. Et comme d'hab, je ne suis pas seul, on va y aller à toute berzingue aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien attachés. Avec moi, celle qui connaît déjà son top 2032 car ses rappeurs préférés ne sont pas encore nés. Sandra, boule de cristal, Gomez, comment vas-tu? Ça va au top, merci. Et bien sûr, celui qui en réalité mène une double vie, il analyse les prods du rap mondial le jour et danse en peignoir sur du R&B la nuit, du contenu dispo sur OnlyFans secret. Raphaël Velvet Dacruz, une MPC de fer dans un gant de velours, c'est toi? Absolument. Bon, Voilà. aujourd'hui, Donnez-moi de l'argent sur mon OnlyFans. aujourd'hui, nous allons donc revenir sur l'année rap 2023, c'est une tradition. En décembre, on l'a fait l'année dernière. Dès que ça sent le sapin, on fait des tops sur tout et rien, c'est comme ça. Mais avant, j'ai envie de vous demander, Raph et Sandra, votre année rap résumée en 3 mots. C'est la sincérité qui gagne. Waouh, j'ai envie de développer, mais j'ai pas le droit, c'est uniquement 3 mots. Enfin, ou 4, je sais pas. Et toi? Une année de transition, de diversification, mais aussi de crispation. Ok, Je suis Kerry James, voilà. Ok, d'accord. Et en ce qui me concerne, Petit Prince devenu roi. Voilà, nous y reviendrons un peu après. On va passer aux choses sérieuses, donc on va nous donner nos top albums rookie artistes de l'année. Mais non, ce n'est pas notre top d'ailleurs, c'est important de le dire. C'est un classement qui a été fait par la commu, le Code Review, j'ai envie de dire. On vous a demandé de voter. Vous avez été près de 5000 à voter, donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont été réactifs, à la fois sur Twitter et sur Instagram. Donc je rappelle, c'est pas le top d'Apple Music, l'artiste de l'année Apple Music c'est Taylor Swift, vous l'avez peut-être vu sur la plateforme. Là c'est le top de la commu, le Code Review. On va parler de rap francophone et c'est aussi important de dire que c'est vous qui avez voté, comme ça nous on se dédouane. Voilà, c'est aussi une manière d'être très lâche de notre part. Commençons avec l'album de l'année. Yes. Donc on vous a demandé de voter, je vais donner le top 10. Alors non, c'est pas Souffrance, je suis désolé, c'est pas Urde non plus. Désolé, mais on a un top très intéressant. Alors, je vais partir du 10e au premier, Yes. si vous le voulez bien. Je précise également qu'on a fait la distinction entre album, mixtape, EP. Aujourd'hui, je pense que vraiment, encore il y a quelques années, ça avait un peu de sens de faire la différence. Maintenant, c'est les projets de l'année, quoi. Ou les Donc, disques de l'année. Ou disques de l'année, exactement. En 10e, nous avons Jossman, avec c'est relou, Joss. Je leur fais des titres normaux un peu. Mais c'est lui en 10e position. En 9e position, donc je rappelle que ce sont vos votes, Plus fort que l'orage de Bécard, qui est en 9e position. En 8e position, Où les garçons grandissent de Jewel Hussein. Baiser de Wallace Cleaver en 7e position, qui est assez haut. En 6e position, 1.6 de Tiff. En 5e, Stratos de Kekra. En 4e, Bitume Caviar volume 1 qui vient de sortir et qui est déjà très très haut. C'est peut-être aussi ça qui d'ailleurs peut-être aussi une euphorie autour du projet. En 3e, ADC, Attaque des clones de Freeze Corleone. En numéro 2, Saison 0 de Luigi. Et en 1, et je tiens à le dire, je n'ai rien dit sur les réseaux, je n'ai pas voulu influencer. Et en 1, très très largement, Sincèrement de Hamza. Oui, voilà. On a gagné, enfin on y est, ça y est, voilà, Hamza a gagné, c'est devenu, voilà. C'est lui, ça y est, on le savait depuis 2015. Vos avis sur ce top, est-ce qu'il y a des absents étonnants selon vous? Est-ce que ça vous satisfait à titre personnel? Comment vous analysez tout ça? Outre le fait qu'Hamza est le GOAT, voilà, mais ça va pas non plus, à un moment il faut analyser. Donc Raphaël. C'est un plébiscite qui me semble assez logique pour Hamza, si je suis cohérent avec ce que j'ai dit au sujet de son album il y a quelques mois. Je disais que c'était probablement ce que je considère comme son meilleur album parce que son plus abouti. Oui, c'est vrai que toi tu étais le seul ici que tu as préféré sincèrement par rapport aux autres projets. Exactement. Pour moi, voilà, pour moi il y a une forme de logique parce que d'une part c'est son album le plus abouti dans tout ce qu'il a développé depuis des années. Ouais. Alors c'est effectivement peut-être pas le plus exubérant ou le plus audacieux de sa discographie, mais je pense que c'est le plus maîtrisé. Ouais. Et tu parlais de sincérité, l'album s'appelle Sincèrement, je pense qu'il y a aussi une part de ça qui a beaucoup joué. Et puis je pense que ce plébiscite de cet album, c'est aussi la marque
en fait de la persévérance, et que une musique qui pouvait être aussi bizarre pour une partie du public en 2015, finalement elle a réussi à s'infuser au fur et à mesure, parce que Hamza a persévéré dans ce style, a collaboré avec d'autres artistes. Donc pour moi il y a du sens en fait qu'aujourd'hui il y a ce plébiscite là en termes à la fois de maîtrise et de persévérance, et du fait de continuer à maintenir cette musique là, et que ça touche de plus en plus de gens, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sandra? Sur Hamza, c'est assez attendu de toute façon. Alors c'est vrai que là, le numéro 1, en l'occurrence, c'est aussi l'album qui a fait le plus gros démarrage de l'année. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que, indépendamment des blagues qu'on peut faire, on a l'impression que c'est un des artistes en tout cas, qui arrive à mettre d'accord les amateurs de rap un peu grand public, puisque Hamza est passé dans cette catégorie-là, et aussi les auditeurs et auditrices peut-être un peu plus parfois pointus ou exigeants. Hamza arrive à faire le lien, ça veut pas dire que tout le monde adore l'album, mais tu vois, il arrive quand même à faire le lien, il arrive à faire ce lien-là, plus sa personnalité, elle dépasse un peu sa musique maintenant, c'est devenu un personnage aussi un peu attachant dans le rap français. Je pense que c'est un des seuls mainstream qui n'a pas déçu le public aussi, c'est pour ça qu'on le retrouve aussi haut. Après, sur l'ensemble du classement, il y a un mélange entre des poids lourds, en tout cas des gens sur lesquels il y avait une attente, comme évidemment il y avait Hamza, Keukra, il y avait une attente, Freeze Corleone, qui a un poids lourd du rap aujourd'hui. Et il y a aussi quand même un truc qu'il faut noter, c'est qu'il y a des projets qui ont particulièrement touché les gens et qui sont plus surprenants. Tu parlais de Wallace Cleaver, je ne m'attendais pas à l'avoir aussi haut. Ouais, c'est vrai. On n'en a pas parlé ici. On n'en a pas parlé, ouais. Bécard également aussi, qui est de rien 9e, et qui je pense aussi voilà, Jewel Hussein aussi, qui est un bon exemple, qui dépasse de beaucoup Jossman, qui certes en plus ils ont sorti un projet en même temps, à peu près en même temps, donc c'est assez surprenant. Et Tiff, qui est plébiscité dans toutes les catégories, on va y revenir, et avec Luigi, ils ont ce point commun d'avoir été sur un registre beaucoup plus sensible, ou en tout cas beaucoup plus dans le témoignage de leur vie personnelle, et je pense que cette année, c'est ce que le public a particulièrement apprécié chez eux. En plus d'avoir des propositions artistiques affirmées, parce que quelqu'un comme Luigi, il n'a pas refait le même album qu'il a fait il y a 4 ans maintenant. Il a été. C'est pas vraiment un album de rap, d'ailleurs, il le dit lui-même. Exactement. Il y a des morceaux de rap, mais bon. Il y a une hybridation dans sa musique avec plein de choses, mais parfois ça tire vers la chanson, parfois ça tire vers le R&B, ça tire vers plein de choses très très différentes. Mais il y a quelque chose d'affirmé. Chez Tiff, c'est pareil. Chez Freeze, c'est pareil. En fait, à chaque fois, c'est vrai. Et ça, c'est intéressant, c'est que il n'y a pas d'espèce de juste milieu dans les choix qu'on fait, justement, les auteurs qu'on voté. Le seul qui peut être un peu parfois dans le compromis, même si à la base il part quand même d'une proposition très spé, je trouve qu'aujourd'hui tu vois, il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir des morceaux un peu R&B, des morceaux plus drill, des morceaux plus trap, des morceaux plus afro. C'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui arrive à piocher un peu partout. Avec brio, mais arrive quand même, tu vois, à piocher et à donner c'est un patchwork, c'est chose que les autres ne font pas dans le top en tout cas. Parce que parmi ceux de cette liste, c'est parmi un de ceux qui a commencé plus tôt aussi. C'est vrai. Ses premières discographies, ça commence vraiment à être vers 2015, avec tout de suite une sorte d'engouement. Quelqu'un comme Luigi qui a commencé un peu à la même période, mais ça arrivait beaucoup plus tard pour lui. C'est arrivé il y a 4 ans de ça, vraiment avec le premier Tristesse Business. Donc c'est ça aussi, je pense que il peut aujourd'hui être dans peut-être cette proposition plus crossover. Parce qu'en fait, à chaque fois, il arrive à proposer aussi quelque chose d'assez singulier pour y imprimer sa patte aussi. Tu lui parlais de sa personnalité, etc. Je pense que ça joue aussi. C'est intéressant aussi. Alors, on rappelle bien sûr que ce sont les votes de des gens qui nous suivent, ou en tout cas des gens qui ont vu les posts sur les réseaux. Évidemment, ça ne représente pas tous les auditeurs de rap français, bien sûr, mais quand même, ce que vous dites, c'est intéressant, je pense, parce que y a des absents dans ce top-là, notamment des gros artistes, et on voit beaucoup sur les réseaux, et les réseaux, sont aussi les gens qui votent parfois, qui disent que l'année, elle n'a pas été bonne. 2023, on en a déjà parlé. Et nous, je sais qu'ici, on est tous d'accord pour dire que c'est une très bonne année. On a eu plein de bons projets. Là, les 10 projets qu'on vient de citer, c'est 10 très bons projets de rap, et il y en a plein d'autres qu'on aurait pu citer. Mais hormis Hamza, il n'y a pas de projet vraiment mainstream. Freeze, c'est un artiste maintenant qui est tête d'affiche, mais il fait pas du rap mainstream, il est pas dedans. Donc est-ce que quelque part, et c'est quelque chose qu'on a un peu prophétisé, pas nous, mais tout le monde depuis quelque temps, un peu la mort du mainstream, ou un mainstream qui serait moins intéressant, est-ce que vous pensez que là, 2023, c'est un peu l'année qui scelle un peu ça, puisque globalement, il y a beaucoup d'albums mainstream qui ont déçu les gens. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de très bons albums de rap, puisqu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que c'est l'année où le mainstream commence un peu à se déliter, c'est pour ça que je parlais de transition justement dans les mots, parce que je pense que c'est exactement ça. C'est que, encore une fois, c'est comment on aborde en tant qu'auditeur le rap. Si on veut s'y retrouver à chaque sortie, avoir ce truc d'excitation même sur des grosses sorties, je pense qu'on est fatalement amené à être déçu. Bien sûr. Parce que c'est pas là-dessus que ça s'est joué cette année sur le rap, ni d'ailleurs l'année précédente pour moi. C'est précisément sur des propositions peut-être en termes d'attente ou de succès public qui peuvent être en termes d'échelle un poil en dessous, mais qui, moi en tant qu'auditeur de rap justement, il y a plein de choses. Par exemple, Hamza, je l'ai pas réécouté.
Et c'est pas le genre de rap que j'écoute moi. Ouais, je sais que je joue mon poste là. Voilà. On le retrouvera pas en janvier. Non, clairement. Ça démarrait bien, désolé. C'est un plaisir, merci. Mais tu vois, je l'ai réécouté et en fait, je comprends pourquoi ça touche les gens aussi, encore une fois, parce que même si ça peut être plus crossover, il y a une forme de singularité, il y a quelque chose de poussé. Et c'est pour ça qu'on retrouve des albums comme ceux d'Isha Elimsa, je pense, qu'on retrouve des albums comme ceux de Jawel Hussein. C'est précisément parce que ça joue peut-être à une échelle en dessous en termes de diffusion ou de reach, justement en termes d'auditeurs et de cercle d'auditeurs. Mais c'est des choses qui sont, encore une fois, qui sont plus poussées et qui touchent plus les gens, quoi. Ouais, et peut-être qu'en ayant moins d'attente aussi du public, ça enlève cette paralysie que peut avoir certains artistes d'être obsédés par les chiffres, les stats et la position dans laquelle ils peuvent être piégés par moment. Je pense que Hamza, il a bien justement bien raconté cette position qui peut être complexe et c'est ce qui a le plus marché, ça me surprend pas. Et moi je suis un peu agacé justement cette année parfois de voir dans les réactions du public ce truc de il y a plus rien à se mettre sous la dent, c'est vraiment nul. Pour moi c'est faux en fait. C'est complètement faux. Mais voilà, je pense que dans n'importe quelle sensibilité de rap aujourd'hui, en fouillant un peu, et moi j'en ai une particulière et je pense que les gens qui regardent cette émission le savent, voilà, j'ai adoré Souffrance, j'ai adoré Isha Elimsa, j'ai adoré des mecs qui savent rapper et qui mettent leur trip quand ils rappent, quoi. En fait, on peut y trouver son compte, quoi. Et pour moi, c'est de la paresse. Alors après, je peux comprendre que parfois on décroche un peu et c'est normal. Et puis après, c'est notre travail de tout écouter. Donc heureusement que nous on trouve des choses. Je veux dire, sinon, voilà. Mais il y a des choses. Voilà, quand on se dit passionné de rap justement, on peut largement, à mon avis, y trouver son compte. Large. Complètement. Je rajoute juste par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à notre public, dans ces grands absents de ce classement, on n'a pas Jul, on n'a pas Ninho, qui sont pourtant parmi les plus gros vendeurs de rap français. Faut pas oublier aussi que les gens qui nous suivent, peut-être, ils ont une certaine esthétique en tête qu'ils apprécient plus que d'autres. C'est pour ça que c'est notre classement, enfin le classement de notre communauté, c'est pas représentatif de tout le rap. Et effectivement, comme disait Raph, franchement, je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être à l'époque où il y a le plus de diversité dans le rap et il y en a pour vraiment tous les goûts. Tout à fait. Je pense qu'on en parlait un peu en antenne. Par exemple, cette année aussi, ça a été l'apparition de nouveaux médias, notamment d'un nouveau média, je pense, qui est en train de prendre de plus en plus de place, c'est DVM Média, DVM Corp. Big up à eux d'ailleurs, parce que ce qu'ils font, c'est mortel. Et je pense que si eux, peut-être qu'ils le font d'ailleurs, demandent à leur communauté de voter, je pense qu'on aura un top très très différent parce que j'ai l'impression qu'ils développent aussi une autre esthétique, qu'ils mettent d'autres artistes en avant, et tant mieux parce que, et on l'a dit d'ailleurs un petit peu dans un épisode du Code Review précédent, parfois les médias on peut avoir tendance un peu, c'est vrai, à se mettre d'accord sur des artistes, enfin se mettre d'accord inconsciemment, mais sur des esthétiques, à tomber d'accord, tomber d'accord plutôt exactement, où on est tous tombés d'accord en 2020 sur Laylo par exemple, mais il y a plein de gens dans le rap français qui n'écoutent pas Laylo, qui ne le connaissent pas et qui effectivement sont butés toute l'année à Ninho ou à Jul ou à SDM, dont on pourra reparler un peu après. Donc c'est vrai que c'est important de le dire. Évidemment, ça n'engage que les gens qui ont voté et pas nous du tout. Nous sommes, même si même si le numéro 1 nous va très bien. Ça c'est le top album. Yes. Quand même, et c'est vrai que c'est aussi cool de voir que voilà, t'as dit un truc intéressant sur le fait que voilà, en termes de vente, ils sont peut-être un peu en dessous des têtes d'affiche. J'ai l'impression que là, hormis Hamza ou Freeze, qui à mon avis doivent guetter les premières semaines parce que c'est un enjeu pour eux, je pense que là tous les autres, ils savent pas combien de ventes ils ont fait en première semaine, ils s'en foutent. Je pense que Jawel Hussein, Bécard, Wallace Cleaver, Tiff, on sait pas en fait, tu vois. Et d'ailleurs Tiff c'est intéressant aussi, ça je trouve que c'est très cool, c'est voir comment un projet il a vécu aussi dans l'année, parce que Tiff ça sort en janvier. Ouais, je crois. Janvier, je crois, très tôt dans l'année. C'est quelqu'un dont on commençait à parler en 2022. En réalité, Inata était sorti en 2022. Voilà, on en parlait. Il y a quelques personnes qui s'étaient un peu excitées dessus, mais c'était encore très petit. Le projet est sorti. Les gens qui l'ont écouté ont dit que c'était très bien. Et puis, il a commencé à gagner des auditeurs et auditrices au fur et à mesure. Il a fait une date à l'Élysée-Montmartre qui apparemment, j'ai pas pu y être, mais était historique. Il a fait cette session live que tout le monde a trouvé géniale, à juste titre. Qui a fait du bien à tout le monde, vraiment. Exactement, qui a fait du bien à tout le monde, avec des morceaux qu'on connaissait déjà. C'est aussi intéressant de montrer que ce développement-là est possible. Alors qu'en fait, on peut aussi prendre le temps et faire vivre un projet qui est court pendant plus d'un an, enfin quasi ça fera un an en janvier, et j'imagine que d'ici là, je sais pas, mais il n'y aura pas de nouveaux projets. Donc c'est aussi une belle leçon, je trouve, de développement et de comment un artiste en développement peut prendre le temps. On a l'impression souvent qu'en développement, il faut envoyer 10 EP dans l'année. La preuve que c'est possible que non. C'est comment tu crois aussi à la proposition artistique que tu as, c'est la foi que tu mets dedans aussi. Et c'est encore une fois, tu vois, la sincérité que tu mets. Moi, effectivement, même un artiste comme Tiff, c'est pas spontanément quelqu'un que j'aurais écouté. Et en fait, je trouve ce disque fabuleux. Vraiment, je trouve ça, c'est de la très grande musique. Et la live session, comment il a réussi à mettre en valeur en plus avec ce côté très fédérateur, l'enthousiasme qu'il y a avec les gens, les musiciens, etc. Je trouve que ça magnifie vraiment sa proposition musicale, quoi. Moi,
je me mets en mode Nico Prono. Je pense vraiment, peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment pas prendre un gros risque. Je pense que Tiff, c'est une superstar en devenir. Je pense que ça va être très gros. Je pense que c'est du niveau de PNL, etc. Je pense qu'en plus, le fait qu'il vienne d'Algérie, qu'il parle arabe, etc., je pense que ça peut avoir une portée internationale qu'on ne soupçonne pas. Je pense que demain, il peut bosser avec des gros producteurs internationaux. Je pense que Tiff, là, il y a 1 an, c'était un inconnu. Je pense que dans 2-3 ans, il nous donne plus l'heure. Peut-être qu'il nous donnera encore parce que ça a l'air d'être une bonne personne. Ouais. Mais en tout cas, je pense vraiment que ça peut devenir big. Ouais. En tout cas, je lui souhaite. Et si c'est pas big, c'est pas grave. Exactement. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un potentiel comme ça qui est... Voilà, ça peut être énorme. Passons à la catégorie suivante, les rookies de l'année. Encore une fois, ce sont vos votes. Alors, en 10e position, quelqu'un dont on a parlé ici, rapidement dont on a parlé, Furlax, qui a sorti le très bon projet Nebula au mois d'août. Voilà, ça aussi, c'était quelque chose d'assez différent. 9e position, Yanis. 8e position, Yamé. 7e position, et je vous assure qu'elle n'y est pour rien, Sandra Okis, avec pas mal de votes, hein, ça fait plaisir. 6e position, Wallace Cleaver. 5e position, Myro. 4e position, Jeune Crack. 3e position, et c'est sûrement la surprise, ADVM. 2e position, Tiff, qui est là. Et première position, et en vrai assez largement, Oudi. Qui est donc numéro 1, rookie de l'année pour les gens qui ont voté. Est-ce que ça vous étonne? Oudi, on en avait parlé, tu en avais parlé toi ici récemment, et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un, il faut le dire, même si on en a peu parlé, hormis toi Sandra, qui a fait une très grosse année, très productif. Énorme. Projet commun avec Stony Stone, il a vraiment envoyé, très présent sur les réseaux aussi, je pense que ça joue aussi, il est assez proche de son public, fait beaucoup de blagues, etc. Comment vous interprétez un peu cette victoire assez large de Oudi? Il y a un truc qui avait été coupé au montage quand j'avais parlé d'Oudi, et c'est pas plus mal parce que je voulais pas que ça lui cause du tort, mais je m'étais dit, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle, et j'avais dit qu'on dirait un rappeur créé par une IA, par un média rap, parce que vraiment il rentre dans tous les codes. C'est une pique plume. Pas du tout. Non, je plaisante. Non, pas du tout. Mais c'est qu'en fait, il coche tellement toutes les cases pour que ça marche que moi je voyais déjà l'avenue tracée pour lui, et ça me semblait évident. Moi je trouve que c'est pas sans mérite parce qu'il rappe bien. C'est un technicien. Il fait chier sur la com aussi. Bien tu sûr, vois, il se fait chier. Et puis aussi. Il a un personnage un peu marrant, ça fait du bien aussi d'avoir ce côté un peu plus léger de temps en temps dans le rap français qui peut se prendre un peu trop au sérieux. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un mec qui est passé de 0 à 100 en 1 an? Qu'est-ce que ça va être la suite? Je pense qu'aujourd'hui, il a déjà une fanbase assez solide. S'il arrive à la fédérer encore un peu plus longtemps, à la fidéliser sur le temps, ce sera déjà énorme. Je pense que là, il a déjà de quoi, ce qui est quand même assez fou, il a de quoi vivre sur plusieurs années avec cette fanbase. Ouais, c'est clair. Mais il faudra qu'il tienne le rythme. Et je pense qu'il faudra qu'il tienne le rythme aussi en singularisant un peu plus sa musique. Parce que cet atout qui est effectivement de savoir faire plein de choses très différentes, en fait, moi, ce que je trouve assez fascinant avec lui, c'est qu'il peut être à la fois dans des choses qui sont très... on en a parlé cette année, New Gen, Next Gen, c'est-à-dire aller sur des propositions musicales qui sont assez audacieuses justement au vu de ce que peut être le rap français justement très grand public, avec des trucs de two-step, de drum and bass, de house, etc. En même temps être très dans des choses qui sont plus standardisées aujourd'hui, c'est-à-dire des fois il peut être sur des type beat joule, des fois on a l'impression que c'est du spleen aérien à la PNL, etc. C'est bien, il sait faire plein de trucs, mais parfois je me dis, ok, maintenant, passe la seconde et peut-être propose-nous quelque chose de plus singulier, de plus original. Et je pense que c'est là aussi que ça peut se jouer pour lui. De transformer ce truc de, effectivement, tu sais faire ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire encore plus de différent, quoi. Il y a aussi des gens quand même très différents dans ce top rookie. Est-ce que, alors, j'ai envie de poser la question, selon vous, qui est le plus capable de faire une grosse carrière, mais la question, c'est peut-être pas ça, c'est est-ce qu'on est encore capable de prévoir ce genre de choses? Parce que j'ai l'impression que, tu vois, moi, Kershak, quand il est arrivé, 3 mois avant, je le connaissais pas. Est-ce qu'on sait vraiment qui sont les personnes, les rookies qui seront là en février, en mars? Enfin, est-ce qu'il y a quand même des gens en qui vous croyez particulièrement dans ce top 10 là? Tu l'as dit, pour moi, Tiff, ça peut vraiment briser, c'est vrai qu'il est là. Toutes les frontières, parce qu'il a ce côté vraiment... il peut être écouté par plein de gens différents en fait. Au moment où on parle, Yamé, c'est un peu la même chose, ils font pas la même musique. Mais ce truc-là, il est en train vraiment là de prendre une autre dimension, grâce à TikTok notamment, c'est en train de prendre une autre... Donc c'est un peu, d'ailleurs, tout le monde disait, Yamé, ça peut être une superstar. Le démarrage avait été timide, et là,
les choses sont en train de s'exciter aussi pour lui, et pareil, c'est singulier. C'est exactement à l'image de ce qui va se passer ces prochaines années. Je pense que c'est imprévisible. Exactement. Et qu'il y a le facteur chance qui est encore plus présent qu'avant. Ce sera un peu le public qui décidera de quelle est la nouvelle tendance. Maintenant, voilà, il y en a quand même des très solides. Parmi ce classement-là, il y a des mecs super techniques, peut-être qui auront besoin de développer autre chose que... Tu penses à Myro, par exemple, à Jeune Crack Ouais, même, voilà, Sliver, c'est des mecs qui sont archi bons en freestyle, qui sont archi bons sur la technique pure et simple. Peut-être qu'on avait besoin de revenir à ça, à une forme plus brute de rap. L'évolution après, je pense que c'est vraiment trop imprévisible. Comme on l'a déjà dit ici, selon moi, il y aura moins de superstars, mais il y aura plus de carrière à des échelles un peu plus humaines, peut-être. Ouais, tout à fait. Voilà. Avec vraiment un public fervent aussi, je pense que c'est ça. On a eu l'occasion d'aller au concert de Myro il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. C'était la ferveur qu'il y avait pour lui, justement, sur ce côté très technicien, très exigeant sur scène aussi. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, ça me fait penser à mon coup de gueule de la fin de l'année dernière, justement, dans le bilan, je disais... On veut vous entendre sur scène, on veut pas entendre vos morceaux dessus. Voilà. Et d'avoir des artistes comme ça qui sont exigeants dans leur rap, etc. Je me dis que ça crée justement une ferveur du public et ça peut les porter très loin. Ouais, c'est ça. Et puis justement, on parlait de Freeze, le fait que son album a été parmi ceux qui ont été plébiscités. Pour moi, il y a aussi de ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été jusqu'au boutiste dans sa proposition musicale. Et je pense que des profils comme ça aussi, ils peuvent avoir quelque chose d'aussi fervent derrière eux s'ils continuent à pousser. On le voit, moi. On a vu Myro. T'étais aussi à la Cigale de Ness Malheureusement, j'ai pas pu être là. Et c'est intéressant parce qu'ils sont dans une esthétique de rap relativement proche. Ils font pas la même musique en vrai, parce que Ness il va parfois faire des choses un peu plus différentes, mais on va dire qu'ils ramènent une forme de rap parfois à l'ancienne. Alors c'est pas à l'ancienne, c'est une esthétique de rap en réalité. Mais ce qui m'a marqué moi, c'est bien sûr la ferveur dans ces deux salles. Donc il y avait la machine du Moulin Rouge pour Myro et la Cigale pour Ness. Et il y avait un peu l'impression, tu sais, parfois d'être 15-20 ans en arrière, dans la gestuelle, dans comment eux ils se mouvaient sur scène, dans comment le public bougeait. C'était impressionnant. Exactement. Il y avait un truc, on a l'impression que c'était genre, t'étais à l'Élysée-Montmartre en 99, quoi. Ouais. Sauf qu'on était à la Cigale en 2023. Et donc c'est marquant comment aussi cette esthétique de rap là qui n'était plus du tout à la mode, par exemple, elle crée de la ferveur, comme Winter the Co va créer de la ferveur dans la sienne, comme Furlax dans un autre registre, qui a fait des belles dates aussi là ces derniers mois. Enfin, c'est intéressant de voir aussi. Donc c'est vrai que, tu l'as dit, moins de superstars peut-être. Je pense que un Tiff, ça peut le devenir. Yamé, ça peut le devenir parce que ils sont très très singuliers et qui peuvent effectivement être écoutés par des gens très différents. Mais c'est cool que des mecs qui soient dans un rap, il y a un public pour ça. Voilà, parce que tu dis est-ce qu'ils pourront faire d'autres choses, les mecs qui auront ramené un truc un peu freestyle, peut-être qu'ils en auront pas envie, peut-être qu'ils en auront pas besoin. Ça qui est cool aussi, tu vois. Ça qui est cool. Est-ce qu'il y a des gens absents pour vous, un rookie que vous auriez pu mettre? Ness, je suis assez surpris. Il était pas l'année dernière? Je me demande si c'est possible. Peut-être que pour les gens, c'est peut-être déjà. Peut-être. Ouais, exactement. Peut-être. Je sais pas si vous avez quelqu'un d'autre. Moi, j'avais mis Tiff. J'avoue, j'avais voté pour Tiff. Je crois que je l'ai mis Tiff aussi. Ok. Voilà, j'ai même pas mis Okis. Désolé. Mais toi, t'es intègre. Ouais, non, franchement, je trouve que en vrai, moi, si je suis honnête, ce que j'écoute le plus, c'est ce qui est considéré comme des rookies, en fait. Ouais. Donc, moi, mes mainstream, c'est des mecs comme ça. Oui, donc, ouais, je le trouve assez. Peut-être même trop mainstream pour moi, ça. Voilà. Oh, elle est insupportable, elle est infernale. Très bien, rookie de l'année donc, mais en tout cas, belle année en tout cas, il faut le dire pour Rudy quand même. Et ADVM, on l'a pas cité, mais qui est en 3ème position. Donc ça c'est un peu pour moi la surprise en plus. Non, il vient de sortir un projet, c'est peut-être aussi ce qui joue. Tout à fait, mais il a sorti, je crois, 2 projets récemment. Et donc c'est intéressant, c'est de voir qu'il y avait déjà une vraie fanbase aussi autour de lui. Je vois qu'il est aussi très présent sur les réseaux. Mais c'est une belle surprise. Et big up à Audi, évidemment, pour cette grosse année. On va suivre évidemment la suite. Dernière catégorie, artiste de l'année. Donc, je vais vous faire le classement encore une fois. En 10ème, donc artiste de l'année, c'est un peu plus vague parce que c'est les personnes qui ont été présentes, qui ont sorti des projets ou qui ont fait des feats ou des concerts marquants. En 10ème, nous avons Kekra. En 9ème, Bécard. En 8ème, Tiakola, qui effectivement a aussi continué de vivre largement sur l'album de l'année dernière et qui vient de sortir projet commun avec Gazo. En 7ème, Jossman. En 6ème, Freeze. En 5ème, Gazo. En 4ème, Luigi. En 3ème, Myro, qui a effectivement fait une très grosse année, avec trois en fait, avec le EP commun avec Simca aussi. Ah oui, c'est donc, vrai. Il y a eu 3 projets de Myro, donc très belle année aussi quand même de Myro. Il a pris une dimension en 2 Tiff et en 1 très très largement, et c'est pas de ma faute. C'est écrasant. Je vois les chiffres. Celui qui domine le rap francophone depuis Bruxelles, comme la statue du Mannequin Peace. Amzouzou, voilà, il est numéro 1. C'est une victoire écrasante. Artiste de l'année, a-t-on besoin de redire des choses?
Non, écoute. C'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe. En fait, j'ai pensé à un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais j'adore les parallèles, moi. Je sais. Surtout quand ils sont maladroits. Je sais. Et ben, j'y vais à fond là. J'y vais à fond. Je démarre en deuxième, tu vois. Une de ses grandes inspirations ces dernières années, c'est évidemment Young Thug. Oui. Young Thug, en fait, qui a eu un moment vraiment de plébiscite public seulement à partir de 2019 avec l'album So Much Fun. C'est vrai. Qui a été numéro 1, qui est ensuite devenu platine. C'est l'album qui a le plus grand succès. On ne sait pas de finir de la même manière. Enfin, évidemment, de la carrière. Je parle de musique. Je parle de musique. Bien sûr. Et je trouve ça intéressant que, voilà, encore une fois, c'est des artistes qui ont des propositions originales au départ, qui sont très clivantes. Excuse-moi. Tu peux redresser la caméra et dire que Hamza est le Young Thug français. Allez, fais-la. J'en ai marre. Tu vas t'en prendre toi aussi. En fait, je te tendais la perche, je me suis là. Non, ça y est. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est ce truc-là d'être à un moment donné persévérant dans l'esthétique qu'on développe et on récolte des fruits. Et à mon avis, c'est ça aussi pour Hamza, c'est-à-dire que il arrive à avoir et j'ai l'impression que aussi son Bercy, c'était un accord RNS, ouais, ça a été aussi une belle fête aussi pour ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a ce plébiscite public là à un moment donné parce que tu persévères dans un style qui peut être au départ incompris, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Hier j'en parlais avec Vicky hier. C'est le plus de l'émission de Vicky hier. J'étais avec elle, big up à elle, effectivement. Et on parlait du Bercy d'Hamza, effectivement, enfin de l'accord Hotel Arena, mais on continuera à dire le Bercy. Évidemment. Et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur Hamza, il y a la musique, mais il y a aussi la personnalité. Et tu vois, le Bercy, c'était intéressant parce que le concert était bien. C'était une belle fête. Mais objectivement, j'ai vu des meilleurs concerts à Bercy. Par exemple, l'année dernière, la ILO, c'était vraiment, il y avait un truc vraiment assez majestueux dans la scénographie. Là, c'était bien, il y avait du taf, mais je trouve qu'il y avait un décalage entre le concert qu'on a vu. Et attention, moi j'ai passé une soirée extraordinaire. Voilà, qu'on se le dise. Non, mais voilà. Mais je veux dire, j'essaie d'être un peu objectif. Il y avait un décalage entre le concert qui a été produit, qui était très bien, et les retours des gens où tout le monde disait incroyable, concert de l'année, Michael Jackson. Tu vois. Et j'ai l'impression que tout le monde avait envie de dire que c'était historique. Tu vois, et parce que ça rejoint aussi ce qu'on dit sur le fait que je trouve qu'Hamza, il y a une forme de bienveillance générale autour de lui, du public, mais aussi des artistes. Tous les artistes qui viennent, qui disent « Oh, Hamza, il est trop fort, il est trop cool. Ah, quand il prend un morceau, on a tous envie de collaborer avec lui. » Ça participe aussi, je pense, à ce plébiscite-là aujourd'hui. C'est que c'est un peu son moment et l'impression que globalement, il y a peu de gens qui ne l'aiment pas. J'exagère un peu évidemment, mais en tout cas on a l'impression que le game est très très favorable avec lui, tu vois. Et moi je l'ai vraiment vu que le concert où tout le monde avait l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde. C'était waouh, tu vois. C'était un peu trop. Même moi qui était pourtant en toupie, je trouvais que c'était un peu trop. Et voilà, Hamza, artiste de l'année du coup. Peut-être dire un mot sur Myro quand même, parce qu'on en a parlé ici, on a beaucoup aimé. Omar Chapier, ça fait partie de mes projets préférés de l'année. Il y a eu aussi le projet Déjeuner en paix, produit par Jean Jass, référence à Stéphane Echer, bien sûr. Le projet commun de 3 titres avec Simca. Est-ce que vous avez envie de dire un mot quand même sur Myro, on en a déjà parlé, qui est un très grand rappeur, mais qui là est en train vraiment de prendre une autre dimension aussi. Et ben c'est l'album que j'ai le plus écouté de l'année. Si on parle des chiffres. Okay. Omar Chapier, c'est ce que j'ai le plus écouté parce que c'est tout pour me plaire. Et ce que j'aime avec Myro, ce que j'ai vu ces derniers mois, c'est que il développe. Il affirme de plus en plus, en tout cas, sa personnalité. Et c'est ça que, pour moi, qui est un peu un marqueur de est-ce qu'il va rester ou pas. Il a cette arrogance qui lui est propre et qui fait partie de sa team aussi. Mais ça fait plaisir parce que t'as de quoi, t'as des arguments pour tenir cette... Moi, j'adore les gens arrogants quand ils sont trop forts. C'est ça, en fait. C'est magnifique. Donc, juste continue à être comme ça. À être arrogant et fort, surtout fort. Surtout fort. Mais fort et arrogant, pour moi, c'est justement le panache qui fait que tu vas rester dans le temps. Et vu qu'il arrive à matérialiser ça sur scène aussi... Pour moi, ça va durer. C'est ça qu'ils ont, ces mecs-là, quand même. Ces mecs-là, je parle des Suisses, de leur équipe. C'est qu'ils disent on est les meilleurs sur scène et ils délivrent à chaque fois. Tu vois. Et je voyais une interview de Roger où il disait que pour lui, les meilleurs performeurs rap au monde sur scène, c'est Travis Scott et Jimmy et Simca. À l'époque, je crois que Myro faisait pas encore beaucoup de scènes parce que c'était une interview qui date. C'est un live de lui et Serran que j'ai regardé pour préparer une interview. Bref. Mais voilà, et c'est vrai, il y a vraiment un truc où ils sont quand même très très au-dessus du lot là-dessus, et ils le disent, et ils le savent, et ils délivrent en fait. Donc c'est assez impressionnant quoi. Peut-être quand même un absent, je trouve, dans les artistes de l'année,
et après ça peut être aussi une question de communauté, hein, on en a parlé, c'est SDM. SDM qui a fait une très grosse année, alors qui a sorti l'album en fin d'année dernière, mais l'album a vécu toute l'année, Boy d'Allemand a été un gros tube, il a fait aussi un Zénith là, très récemment, qui était une grosse célébration. Voilà, est-ce que vous avez suivi un peu l'année de SDM ou pas plus que ça, Raph? Oui, bah bien sûr, je pense que justement sur cette échelle un peu plus mainstream avec des artistes qui sont à la fois capables de faire des trucs trap très énervés. Moi, Ragnar, c'est un morceau encore une fois que j'ai encore continué à écouter parce que je trouve l'énergie sur ce type de morceau c'est assez formidable chez lui, et en même temps de faire des choses aussi plus crossover, justement plus hybrides avec des influences notamment africaines, congolaises, etc. Je trouve qu'il arrive à être dans le haut du panier justement sur ce registre-là, et donc ça me surprend assez peu qu'on puisse considérer, malgré le fait que voilà, la communauté n'ait pas voté pour lui, mais qu'on puisse considérer que c'est un des artistes de cette année justement sur cette échelle mainstream, quoi. Moi, ce qui est assez, je trouve, fort avec lui, en tout cas sur la partie mainstream, et c'est ce qui peut-être fait que moi, du coup, je l'écoute moins sur le long terme, c'est que je trouve, ça se voit que c'est un putain de rappeur. C'est-à-dire que Ragnar était un très bon exemple. Même je me souviens à l'époque d'un morceau, c'était avec Kobalade, Titulaire, je crois. Peut-être que c'est pas le bon titre, autant pour moi, mais il est fort. C'est un bon rappeur. Mais sur ses albums, il arrive à faire, tu vois, genre à faire en sorte de faire des albums qui soient relativement calibrés, sans que ça soit non plus radiophonique, tu vois, guimauve, mais juste calibré pour que ça marche. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être celui qui est le plus fort dans ce côté rap mainstream 2023. Quand tu écoutes l'album, j'ai l'impression qu'il n'y a que des singles. Ce qui fait que moi, du coup, en tant qu'auditeur, je vais moins aller dessus. Mais par contre, il n'y a rien qui déborde. Ça peut être un reproche, mais ça peut aussi, à mon avis, être la raison de ce qui fait qu'il y a autant de gens qui l'écoutent et qui se retrouvent là-dedans. C'est qu'il arrive quand même depuis le premier album, en vrai, Ocho, et surtout sur le deuxième, à faire des singles. Et je pense aussi qu'il y a un truc, on a un peu parlé, je crois, mais c'est le côté aussi peut-être 9-2i. En tout cas, c'est, je pense, le meilleur élève du 9-2i. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir son style tout en gardant un côté... ok, je suis la tête d'affiche maintenant, une tête d'affiche d'un label mainstream, il faut que ça marche, parce que c'est ça, 9-2i, il faut que ça marche, tu vois. Et lui, il a quand même bien compris, je trouve, les contours de ce type de rap-là, et c'est peut-être en fait lui maintenant, tu vois, on parlait de rap mainstream, c'est peut-être en tout cas un de ceux qui va être le plus attendu là-dessus, sur est-ce que c'est lui maintenant qui va être celui qui va donner les tubes dans le rap français. Là, Guy de Besbar vient de sortir un album, très bon d'ailleurs, je le précise, il y a un single avec SDM, ça marche, enfin, j'ai l'impression que voilà, SDM est en train de devenir quand même quelqu'un de très important dans le paysage. Et sa place dans le jury de Nouvelle École, ça va affirmer encore plus. C'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça, absolument. On peut quand même dire quelque chose, c'est vrai que dans ce top 10 de notre communauté, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'artistes féminines, il y a quand même eu des révélations ou des projets d'ailleurs cool en 2023. Asinai, on en a parlé ici, Case the Prodigy, dont on n'a pas parlé, Angie, dont tu as parlé, Lazuli, Vicky R. Est-ce qu'à votre avis, il y a des artistes qui manquent peut-être là-dessus? C'est vrai que ça aurait été cool de voir Asinai. Après, on est peut-être pour l'instant, c'est vrai qu'elle a sorti des petits projets, c'est peut-être aussi pour ça qui fait qu'une artiste comme ça n'a pas été citée. Il y a La Ace qui va arriver bientôt aussi avec un album, donc bon voilà, c'est vrai que... Mais est-ce que vous avez un avis là-dessus sur le fait qu'il y ait peut-être pas encore d'artistes qui aient réussi peut-être à féminin à conquérir plus de monde dans le public rap pour le moment? Eh bien, mon avis personnel sur cette question, c'est que je pense que c'est toujours plus difficile pour une femme de faire sa place. Donc en fait, moi j'ai totalement confiance en cette nouvelle génération de femmes artistes, parce qu'elles sont de plus en plus décomplexées et de plus en plus talentueuses aussi, parce qu'elles se permettent plus de choses. On a quand même eu un projet commun entre deux meufs cette année, c'est la première fois dans le rap français. Hein. Carrément. Et non, vas-y, je voulais finir. Non, et du coup, je pense qu'il faut juste leur laisser le temps. Et après, c'est le public qui doit jouer le jeu, mais bon, on va pas les forcer, mais je pense que ça sera toujours plus difficile pour une meuf. Ça sera plus difficile, et puis en plus, elles ont à la fois un qualité et un défaut, je pense, la plupart d'entre elles. Moi, j'ai par exemple, une fois en coup de cœur, j'ai cité Issa Yasuke aussi, c'est qu'elles sont plus difficilement classables. C'est-à-dire qu'elles rentrent moins dans les boîtes, elles se conforment moins à il faut que je sois une artiste drill ou une artiste machin. En fait, non, il y a une forme de liberté, je trouve, chez la plupart qui s'exprime très différemment chez les unes et les autres, mais que du coup, en termes parfois d'identification chez le public qui a besoin que les choses soient dans des cases, des codes, etc. C'est peut-être aussi ce qui leur empêche de passer peut-être des paliers en termes de succès public, en plus de malheureusement parfois aussi une forme de sexisme aussi chez une partie du public, quoi. Donc ouais, et c'est à la fois une qualité et un défaut, je trouve, pour elles, cette liberté artistique qu'elles ont de se conformer à rien, mais en même temps, du coup, peut-être qu'il y a certains auditeurs qui n'arrivent pas à se les prendre comme elles à la hauteur de leur talent, quoi. Est-ce que vous avez, dans le rap francophone 2023, déception ou des choses que vous n'avez pas compris cette année? Je sais pas. Des choses qui vous ont
Qu'est-ce qui vous a déception déçu? Non, moi je me suis régalée cette année, premier degré. Et c'est plus ce que tu disais tout à l'heure. Ce que je comprends pas, c'est le public qui dit que c'était une mauvaise année de rap. C'est une année hyper prolifique, hyper inventive. Moi, je me suis régalée. Mais est-ce que le public est pas, peut-être, je sais pas, il y a tellement de projets, est-ce que le public est pas forcément voué à être déçu? Parce qu'en fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'on attend. Il y a 8 projets qui sortent chaque vendredi, on les écoute, on passe à la suite. Après, c'est un autre débat en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a tellement le choix que c'est. Est-ce qu'on se met vraiment. Tu vois, il faut cibler en fait. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus cibler parce qu'ils veulent tout écouter. Ouais, mais à la limite, c'est notre travail, ça. Ne le faites pas. Vous allez vous bousiller en fait. Par contre, ça, c'est inquiétant. Les gens qui se forcent à écouter des trucs. Si c'est pas ta sensibilité, c'est pas grave. Nous-mêmes, on écoute plein de trucs. Mais nous, il y a plein de choses qu'on écoute pour le travail. Mais voilà, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on aime tout. Exactement. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce sentiment-là. Mais non, mais trouvez ce qui vous plaît et fouillez dans les artistes de ce registre-là et allez-y pleinement et vous allez trouver du plaisir ou peut-être retrouver du plaisir. Moi, clairement, il y a une ligne de rap que j'aime beaucoup et je me suis régalé toute l'année, quoi. C'est la ligne de rap des mecs qui mettent des bonnets en plein jour. Exactement. Et des Timberland. Alors là, Timberland en été. Et des maillots de rugby. C'est ta nouvelle DA, ça. C'est ma nouvelle DA. Ça te va très bien. C'est pour faire mon intéressant comme ça en commentaire. Mais c'est quoi ce maillot? C'est quoi ce maillot? C'est le Leinster. Tu veux laisser le... Non, je peux le dire. C'est le Leinster. C'est une grande équipe de rugby, multiples fois championne d'Europe, irlandaise. Très bien. Voilà. Est-ce que le rugby est un sport de droite? Dans le public, beaucoup, oui. Malheureusement. Voilà. Et l'Irlande est un pays de droite ou pas? Je pense pas. Sur certaines valeurs, tu sais, catholiques machin, mais sur plein de choses sur l'humanitaire, etc. Non, pas du tout. Ils sont beaucoup plus à gauche que d'autres. Très bien. Est-ce qu'on passe au bilan Apple Replay de l'équipe? Yes. Donc voilà, ça c'est un peu le top de notre communauté qu'on a essayé de disséquer. On a dit ce qu'on en pensait. Et puis il y a aussi ce que nous on a écouté en boucle cette année. Et alors. On va passer à des coups, mais quel est l'album en fait? On va parler d'album que vous allez le plus écouter en 2023. Commençons. Qui veut commencer? Raph, vas-y, je t'en prie. Eh bien, ce n'est pas un album de rap. On revient. Et là, vraiment, c'est le grand. Et là, c'est Kaiser Soze. Il montre son vrai visage. Il n'aime pas le rap. Il n'aime pas Joël Ortiz. Il n'aime pas Ron Brice. Il n'aime pas Souffrance. Cet homme se balade en peignoir. Bien sûr. Voilà ce que tu fous de tes soirées. Exactement. Moi, je veux de la douceur dans la vie. Je veux de l'amour, de la sensualité. L'album que j'ai le plus écouté, et donc si j'en crois mes statistiques Apple Music, et je pense qu'elles sont réelles, c'est l'album Jaguar 2 de Victoria Monet. Cet album est absolument fabuleux. C'est un grand album. Victoria Monet, donc chanteuse R&B qui a écrit pour beaucoup de gens, notamment Ariana Grande. Si vous êtes sensible à la pop, vous avez forcément entendu des morceaux qu'elle a déjà écrits. Et donc qui a sorti ce premier album qui mélange du R&B, des ambiances caribéenne, jamaïcaine. Il y a un morceau avec Buju Banton. Je sais que t'adores, toi, en plus, le dancehall, Mehdi. Mon Dieu. Moi, j'aime que Eldorado d'Amza. Voilà, ça s'arrête là. Ma culture dancehall s'arrête vraiment à Eldorado. Et en même temps, il y a beaucoup de références aussi à la soul des années 70, Billy Paul, tout ça, c'est beaucoup plus ta cam. Et voilà, c'est un album fantastique. Il y a Earth, Wind and Fire sur l'album. Rendez-vous compte, pour ceux qui aiment. Mais je l'ai écouté, l'album, il est très bien. Non, voilà. Donc, en fait, je pense que c'est contextuel aussi. Il sort à la fin de l'été. Tu sais, c'est la fin des vacances. Tu repenses à tous les bons moments que tu as pu avoir entre amis en famille. Et Janelle Monáe, c'est un peu deux albums qui sont sortis un peu très chaud, très moite. Janelle Monáe, j'en parlais justement sur les albums à écouter cet été dans l'épisode qu'on a fait en fin de saison 2022-2023. C'est l'album qui a accompagné mon début d'été et celui-là, c'est l'album qui a accompagné ma fin d'été. Et cet album est absolument fantastique. Je suis très déçu là. Elle a fait des concerts à Londres. Elle n'est pas venue à Paris. Victoria, if you are listening to me, come to Paris. Wow. Comment répondre non à ça? Il y a une histoire qui se crée. C'est le début d'une belle histoire là. Sandra. Moi je te disais, c'est Omar Chapier que l'album que j'ai le plus écouté. Enfin, le on vérifiera avec les screens. Oui, on va vérifier. Vous allez découvrir Paul Vitesse en numéro 3. Paul Vitesse en numéro 3. Je sais que vous aimez bien les blazes. C'est un rappeur. C'est un rappeur, tout simplement. Tu le connais? Pas du tout. Putain, Paul Vitesse. Parle-moi de Paul Vitesse plutôt, pardon pour... Je suis désolée, c'est ma star. Je l'ai découvert en étant jury Buzz Booster des Pays de la Loire. Et voilà, un chouchou qui fait de l'hyper-pop. Qu'est-ce que c'est que cette vie? La vie folle. Mais j'adore cette vie, vous comprendrez un jour. C'est trop bien. Paul Vitesse, big up à toi. Il faudra qu'on en parle en tout cas ici. On plus en largement. parlera un jour, vous inquiétez pas, c'est bien prévu. Mais
En numéro 2, c'est Théodora qui est ma révélation de l'année. Pardon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi, j'ai envie de faire une série sur toi. Voilà. Paul Vitesse, j'ai envie qu'on te voit aller dans les pays de la Loire. J'ai envie qu'on voit ça. Allons-y. J'irai dormir chez vous, mais version Sandra Gomez, tu vois, qui va dormir chez les rappeurs. Vraiment, on fait des prods ensemble. Ce serait trop bien. Ce serait génial. Ah, purée. Contactez-moi s'il y a une boîte de prod intéressée. Ce serait incroyable. Laissez-moi parler de Théodora 2 minutes, s'il vous plaît, dont les 2 projets se retrouvent dans mon top. Lily au paradis artificiel, tome 1 et 2, qui sont respectivement sortis en mars et juillet. On peut parler de projets communs d'ailleurs, puisque c'est entièrement produit par son frère qui est beatmaker, qui s'appelle Giz Suave. Et ça emprunte des sonorités à tellement de styles différents que ça donne une musique indéfinissable, avec quand même un fil conducteur de créer une cadence très soutenue, très entraînante. Il y a cette idée de danse toujours présente dans la musique de Théodora, qui vient de là initialement, qui était une danseuse, notamment sur des danses traditionnelles du Congo. Il y a de la drum and bass, de l'amapiano, de l'hyperpop. C'est un mélange de plein de choses. Et même si les thèmes sont pas forcément les plus gais, ça parle beaucoup de solitude, de l'entrée dans la vie d'adulte avec toutes ces désillusions. Elle a créé son espèce de fantaisie, son univers très coloré, et ça donne deux projets du coup très attachants. Pour moi, elle est même la figure de proue d'une nouvelle génération ultra créative et surtout très décomplexée. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des meufs, mais c'est à l'image de toute cette génération-là qui en a rien à faire des codes et qui passe d'un style à l'autre sur tous les morceaux, mais avec leur personnalité au centre de ça. Et voilà, leur seule déontologie, on va dire, c'est d'aller chercher l'expérimentation. Donc je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Voilà, moi, c'est ma révélation. Je pense que c'est une future star. Théodora, je sais pas si elle restera dans ce public-là rap, comme elle est aujourd'hui, mais je pense qu'elle peut briser des barrières, au même titre que Tiff, par exemple. Elle peut aller vers tous les styles. Elle a vraiment un très, très gros potentiel. Très bien. Ouais. Alors moi, mes albums les plus écoutés, on en a parlé en fait. C'est-à-dire qu'il y a du Drake, il y a du Hamza, il y a du Luigi, il y a du Jossman. Donc si on passe tout ça, l'album que j'ai le plus écouté, c'est Black, Since I Have a Lover. Et je crois qu'on en a déjà parlé ici. En tout cas, on a parlé de Black, de cet album-là ou pas? Je sais plus. Oui, si, on a parlé de celui-là. Donc ça, on va pas se répéter, mais c'est un album que j'ai énormément écouté et qui m'a aussi beaucoup accompagné dans mes voyages. Tu sais, c'est-à-dire que, et c'est un compliment. C'est-à-dire que souvent, quand je suis en avion ou en train et que je veux me reposer, je le mets. Ça pourrait être genre c'est de la musique pour s'endormir, mais non. Et j'avais ça avec un album de Kelela il y a quelques années, pas le dernier, mais celui de 2017, Take Me Apart. Exactement, qui était fabuleux aussi. Et le dernier d'ailleurs fabuleux, mais c'est un autre sujet. Et vraiment, c'est vraiment qui est dans mon top 15 normalement. Raven. Okay. Mais c'est vraiment de la musique, je trouve, qui est très agréable pour qui me permet moi de me détendre et donc j'ai énormément écouté Black et juste après j'ai beaucoup écouté Juliette Armanet, Brûler le feu, et Juliette Armanet qu'on a beaucoup comparé à Véronique Sanson. Donc je me suis dit, Véronique Sanson, est-ce que c'était si bien que ça? Parce que moi Véronique Sanson fait partie de ces gens que j'ai découvert en fait petit. C'était moins cool. C'est un peu comme Johnny, tu vois. Nous, on les a vus, c'était un peu des figures un peu pop, pas forcément très sexy. Et donc, j'ai écouté l'album Le Maudit de Véronique Sanson. Je sais pas si vous avez déjà écouté ça. Bien sûr. C'est l'album Hyper West Coast, là, machin. C'est extraordinaire. C'est ça, ouais. C'est extraordinaire. Donc voilà, donc via Juliette, j'ai écouté aussi beaucoup Véronique Sanson, même si elle n'est pas dans mon top 15, mais je voulais en placer une pour Véro. C'est important. Voilà, pour le Véro et le piano. Mais Black, Since I Have a Lover, très bon album, vraiment sorti cette année. Plutôt plus R&B aussi que rap. On écoute. Quels sont les genres d'ailleurs que vous écoutez le plus? Est-ce que toi c'est essentiellement rap? Dans le top 15 t'as que du rap? Que rap. Ok. Moi c'est rap, R&B et un peu chanson française du coup. Toi c'est rap, R&B et soul. Parmi les artistes que j'ai le plus écouté cette année, il y a Bill Withers qui est mon grand artiste fétiche, toujours confondu. Donc voilà. La soul. Très bien. Eh bien, top 10 bilan 2023. On finit donc par Véronique Sanson et Paul Vitesse. Vous ne verrez ça que dans le code review. Paul Vitesse, Véronique Sanson. Ouais, ça peut exister. Ça peut exister. Hein. C'est ton boulot, ça. À toi de jouer. Merci beaucoup, Sandra. Merci Raphaël. Merci à Bonne toi. fête. Ouais, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ouais. Mais oui, on se retrouve en 2024. Pas de suspense. Voilà, on revient en janvier avec plein de nouvelles choses. Merci pour tout. Vous partez ou pas pour les fêtes? Non. Non, vous restez ici? Famille. Non. Très bien. À la cool. Et un Pays de la Loire peut-être? Peut-être. Il n'y a pas un jury à occuper. Même jour de Noël, elle vient. Donnez-moi du boulot, merde. Très bien, merci beaucoup. Et on se retrouve en janvier. Bisous.